Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire proposé par la Gazette des communes sur 9 idées pour un plan de formation optimal dans le secteur public. Ce webinaire est animé par Monsieur Alain-Frédéric Fernandez, expert en ingénierie de la formation professionnelle. 20 minutes environ de présentation, suivies de 10 minutes pendant lesquelles Monsieur Fernandez répondra aux questions que vous vous posez. Pour poser vos questions, je vous invite à cliquer sur l'icône rouge qui se trouve en haut à droite de votre écran. Je vous laisse maintenant la parole à Monsieur Fernandez. Bonjour à toutes et à tous et bonjour à chacun d'entre vous. Notre webinaire a beaucoup de succès puisque je vois qu'il y a un peu plus de 500 inscrits qui vont prendre un petit peu de temps pour s'informer sur quelques idées que nous avons pour financer et optimiser les formations. Alors bien sûr, ce sont des idées qui ne viennent pas du cerveau ou d'un bureau, mais qui viennent des échanges, ce qu'on appelle le benchmark, entre de très nombreux responsables de formation et responsables du développement des compétences dans les collectivités territoriales. À ce titre, je tiens à saluer la présence d'un grand nombre d'amis du CNFPT qui participent à ce webinaire. Et d'ailleurs, je vous invite à me poser des questions au fur et à mesure. N'hésitez pas à le faire. Ça permettra peut-être de couper la partie un peu trop didactique de cette présentation. Alors, on vous avait invité avec 3 idées. Depuis, on a retravaillé et on s'est dit on va mettre 9 idées. On aurait pu en mettre 18, on aurait pu en mettre 27. N'hésitez pas à nous poser des questions et même des cas particuliers. Si on ne peut pas répondre à toutes les questions, eh bien, on y répondra par écrit avec un léger décalage et tout le monde recevra ces questions. Voilà, alors je vais commencer par vous dire quel est le menu. 9 conseils et pistes d'optimisation. Il y a d'abord les aides du conseil régional, ce qu'on appelle le CPRDFOP. Ne vous inquiétez pas, je traduirai toutes ces acrostiches et autres onomatopées qu'on trouve beaucoup dans la formation professionnelle. Ensuite, il y a les aides de la directe, ce qu'on appelle les EDEC, engagement de développement des emplois et des compétences. On parlera de la digitalisation des formations et d'ailleurs on est en plein puisque aujourd'hui pendant 20 minutes vous êtes dans un process digital et on va voir que ça a beaucoup plus d'importance au-delà de la formation. La digitalisation, c'est bientôt la digitalisation des métiers et donc il faut qu'on s'habitue à cette digitalisation. Ensuite on parlera de l'arrivée prochaine du CPF. Vous allez me dire tiens, dans les collectivités territoriales on n'a pas encore le CPF. Je pense que ça va arriver très vite, selon le processus habituel dont je vous parlerai tout à l'heure. On parlera du transfert interne des compétences, car vos collectivités ont des experts métiers qui ont accumulé une expérience et des compétences, et c'est bien de pouvoir les transférer en interne. D'abord parce qu'on est certain que la formation sera très solide, et ensuite parce que ça garde tous les savoir-faire de la collectivité. Transformer les inters en intra-partagés, alors grosso modo, vous verrez le process, ça consiste à s'inscrire à des stages inter et à demander à ce qu'ils soient réalisés en intra, dans votre propre collectivité, et là, la partager avec d'autres collectivités. J'ai déjà fait ça avec de nombreux départements. Et puis on parlera du statut particulier en matière de formation professionnelle des agents de droit privé qui ont un certain nombre de droits dont il ne faut absolument pas les priver et il faut faire très attention à la façon dont on peut même optimiser en se servant des financements de cette formation des salariés de droit privé. Voilà, on va commencer, donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. On va faire le plein dans ce webinaire. Alors, je me présente rapidement, excusez-moi, j'ai oublié de le faire. J'interviens à Sciences Po pour les financements de la formation professionnelle et à la Sorbonne pour former des futurs responsables de formation, dont certains sont déjà à l'œuvre dans vos collectivités territoriales. À part ça, on va dire mon travail de tous les jours, c'est d'intervenir auprès des collectivités territoriales et des entreprises pour les aider soit à travailler sur la pédagogie, c'est-à-dire toute cette digitalisation qui est tout à fait à la mode, mais au-delà de la mode, vous allez voir qu'elle est très importante, et travailler aussi sur le financement, car les budgets de formation ont été amputés récemment par la réforme de la formation dans le privé, et bien entendu, on ne peut pas dire que dans les collectivités territoriales, la mode soit à l'augmentation des budgets. Il va falloir faire mieux et plus avec autant d'argent et donc c'est pour ça qu'on va vous donner quelques pistes ce matin. Alors en ce qui concerne le conseil régional, il met au point et il est en train de le mettre au point pour un certain nombre de régions. Vous savez que les régions, certaines ont fusionné. On est passé de 22 à 13 régions.
Et donc, ces régions doivent éditer ce qu'on appelle un CPRDFOP, c'est un contrat de plan régional de développement de la formation et de l'orientation professionnelle. Ce contrat de plan régional prévoit un certain nombre d'aides à la formation dont certains de vos agents peuvent bénéficier. Je pense à des opérations qui sont plutôt ciblées dans certains métiers, des VAE, un certain nombre d'opérations. Pour vous donner un ordre d'idée, sur l'ancienne configuration, c'est-à-dire les 22 régions, on avait en moyenne entre 150 et 250 dispositifs d'aide à la formation. Certains d'entre eux peuvent être, et ça se négocie, certains d'entre eux peuvent être négociés pour profiter aux agents des collectivités territoriales. Le deuxième point dans les aides de conseil régional, c'est l'apprentissage. L'apprentissage est ouvert aujourd'hui aux collectivités territoriales. Vous pouvez engager des apprentis. Alors non seulement il y a une prime à l'engagement des apprentis, il y a un remboursement d'un certain nombre de frais de formation, mais aussi et surtout, pour les apprentis, il y a des aides. Alors, je vais vous citer l'ancienne région Poitou-Charentes, qui maintenant est intégrée à la Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, dans cette région, les aides aux apprentis allaient du remboursement des frais de déplacement, du logement, de la nourriture, les frais d'équipement et même l'aide au passage du permis B. Donc, comme quoi, plutôt que ça soit en charge de votre collectivité territoriale, il faut savoir que la direction générale adjointe chargée de l'apprentissage et la formation professionnelle au conseil régional a prévu une enveloppe pour aider les apprentis. Donc voilà encore du financement. Et puis, les régions vont pouvoir mettre en œuvre des actions collectives. Elles vont lancer des appels d'offres auprès d'un certain nombre d'organismes de formation locaux, régionaux, et lancer ces actions collectives. Rien ne vous empêche de constituer un groupe de collectivités territoriales et de vous adresser justement au DGA du conseil régional, le directeur général adjoint chargé de la formation et de l'apprentissage, pour peut-être orienter un certain nombre d'actions collectives vers des métiers dont vos collectivités ont besoin, des métiers nouveaux, des métiers émergents, ou des métiers sur lesquels vous avez des difficultés à recruter. Donc pensez-y, le conseil régional peut être un partenaire et quelquefois on n'y pense pas automatiquement. Il y a des aides de la directe, ce qu'on appelle l'engagement de développement des emplois et des compétences. Cet engagement de développement des emplois et des compétences généralement touche des filières. J'ai un exemple dans l'ancienne région Lorraine. J'ai participé à un EDEC sur le développement de la filière bois et ameublement. Eh bien, il est possible qu'un certain nombre de métiers puissent rentrer dans une des filières qui est développée par votre conseil régional et que là, un certain nombre de formations ou d'aide à la formation, de cours dispensés dans des écoles professionnelles ou dans des CFA, puissent permettre à votre personnel, à vos agents, de participer à ces formations. Donc, la directe peut être aussi une source. Là, il vous suffit d'aller sur le site de la directe ou de rencontrer bien sûr le responsable, de façon à avoir la liste de ces engagements de développement des emplois et des compétences qui deviennent, une fois qu'ils sont mis en œuvre, des ADEC, donc des actions de développement des emplois et des compétences. Je regarde rapidement pour savoir s'il y a des questions qui ont déjà été posées. Ensuite, alors le troisième point, et c'est un petit peu l'ossature, c'est la digitalisation des formations. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé vers la digitalisation des formations? Eh bien, pourquoi est-ce que les organismes de formation le font? Dans un premier temps, c'était pour un gain de temps, pour des coûts beaucoup plus faibles et pour l'empreinte carbone. Regardez, aujourd'hui, vous êtes 500, vous n'avez pas à vous déplacer, vous êtes dans votre bureau ou chez vous, même dans certains cas. Et en ce qui concerne l'empreinte carbone, vous imaginez 500 personnes qui ne se déplacent pas, qui sont devant leur ordinateur, ça fait une sacrée économie de gaz carbonique. Par les temps qui courent, c'est pas négligeable. Il y a aussi des coûts plus faibles. On peut démultiplier. Vous voyez, dans un webinaire, on peut s'adresser à 500 personnes, ce qui veut dire, même beaucoup plus, ce qui veut dire qu'on peut effectivement gagner du temps et avoir des coûts beaucoup plus faibles. Quant au gain de temps, eh bien, il faut considérer en général que une formation à distance, ce qu'on appelle une web class par exemple, une classe virtuelle, qui dure 1h30, en termes de contenu et en termes d'apprentissage, ça représente, et là c'est l'expérience qui nous le dit, ça représente environ une demi-journée de formation présentielle. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui disparaissent et qui, en quelque sorte, réduisent les apports lorsqu'on est en présentiel. Mais vous allez voir que c'est une modalité
très 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 performante puisqu'on peut poser des questions, passer des quiz, on peut faire un certain nombre de choses et même quelquefois beaucoup plus performantes que dans du présentiel. Juste une remarque, la formation digitale, en particulier les classes web, sont beaucoup plus performantes lorsque les gens se connaissent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce problème de l'identité des autres participants à régler. Autre formation digitalisée, vous avez bien entendu les serious games, donc les jeux sérieux, qui ressemblent un peu à des jeux vidéo et qui permettent d'acquérir soit des techniques d'entretien professionnel, de management. Il y a un petit peu plus de 500 formations ouvertes avec ces jeux sérieux. On les appelle jeux sérieux parce que le jeu, ça fait pas sérieux en lui-même, mais c'est très très performant. Et puis vous avez tout un tas d'autres possibilités comme le rapid learning qui permet sur un très court temps, 2-3 minutes, de faire passer juste une technique. Par exemple, c'est ce que vous pourriez employer si tout à coup la législation imposait de faire passer une formation très très courte sur un point particulier à l'ensemble de votre personnel. Le rapid learning est aussi une bonne réponse. Et puis il y a la grande mode, la mode des formations gratuites, les MOOC. Alors ils ne sont pas entièrement gratuits, la formation est généralement gratuite, mais il y a aussi une certification. Alors une certification qui va coûter entre 50 et 100 euros et qui permet d'avoir ensuite un vrai portfolio de compétences en ayant suivi ces MOOC. Il y a ce matin, quand on regarde les plateformes, un peu plus de 300 MOOC gratuits disponibles dans tous les domaines, depuis le management, en passant par la technique et en passant par la science et voire même la philosophie. Donc ces formations gratuites peuvent permettre, dans certains cas, de préparer une formation qui va être ensuite plus personnalisée pour votre collectivité. Et surtout, je voudrais aborder un point qu'on n'aborde pas très très souvent, c'est que la digitalisation des formations, et vous faites bien ce matin de venir à ce webinaire, la digitalisation des formations, ça doit donner l'habitude à vos agents de travailler avec du digital, parce que leur métier va vers la digitalisation. Il n'y a aucun métier qui échappera. Les rippers, qu'on appelait les éboueurs autrefois, vont bientôt vont voir leur métier se digitaliser, car comme déjà dans beaucoup de communes, non rurales bien sûr, mais dans beaucoup de communes, il y a déjà du tri qui est fait par le consommateur, par l'usager, au bout de sa rue, un petit peu plus loin dans des déchetteries, et les rippers sont plutôt des conseillers avec des tablettes et qui viennent conseiller les consommateurs. Donc voilà un métier qui se digitalise, mais tous les autres aussi, que ce soit les médecins du travail, que ce soit les prélèvements biologiques, il n'y a pas de métier qui échappe à la digitalisation. Et donc, pour que les métiers se digitalisent et pour que les gens se sentent à l'aise dans la digitalisation des métiers, il faut les habituer en petite partie à digitaliser leur formation. Il faut qu'ils aient le réflexe d'aller sur un réseau social, d'aller sur votre site interne à votre collectivité et qu'ils aient ce réflexe d'utiliser une tablette ou un portable pour pouvoir se former. Il en va de l'avenir de notre pays parce que il faut que chacun en France sache que son métier va se digitaliser et il faut qu'il soit familiarisé avec ces techniques et en tant que responsable de formation, pour ceux d'entre vous qui exercent ce métier, vous avez cette responsabilité. Autre point, et là je ne vous vois pas mais je vous entends sourire, l'arrivée prochaine du CPF, le compte personnel de formation qui est censé remplacer le DIF. Alors effectivement, le CPF est juste sorti en mars 2014 dans le privé. Il n'a pas démarré très fort parce que pour l'instant il est un petit peu compliqué. En fait, suivant la région dans laquelle vous êtes et suivant le métier que vous exercez, vous avez droit à un certain nombre de formations. Plus exactement, vous avez droit à des certifications. Et par exemple, si vous voulez apprendre l'anglais, vous ne pouvez pas choisir anglais, vous choisissez la certification qui va avec, par exemple le TOEIC ou autre type de certification, le TOEFL. Et une fois que vous avez trouvé ça sur le site de la Caisse des dépôts et consignations, eh bien vous avez la possibilité de vous former pour ensuite passer cette certification. Alors pourquoi est-ce que j'en parle pour les agents alors qu'il n'est pas encore dans la fonction publique territoriale? Eh bien tout simplement parce que le schéma va se reproduire comme en 2004. Très rapidement, la Poste va mettre en place le CPF pour ses salariés privés et bien entendu, suivant le principe de la Poste, de l'égalité des avantages pour tous, eh bien les postiers fonctionnaires vont également avoir accès au CPF.
Et donc, ce que je vous encourage à faire, c'est très rapidement de vous informer sur ce CPF, voire même d'aller déjà ouvrir votre compte sur mon compte formation.gouv.fr. Mon compte formation.gouv.fr. Ouvrir votre compte, y inscrire les heures de diff que vous avez en solde, parce qu'elles vous serviront ensuite à demander des formations pour lesquelles, je pense, vous aurez le même régime que le privé, c'est-à-dire une cotisation sera réalisée peut-être auprès du CNFPT ou alors directement auprès d'un autre OPCA, de façon à ce que vous puissiez accéder facilement à ce CPF. Alors, il n'est pas exactement comme le DIF. Le DIF, c'était un droit à la formation, mais qui pouvait être refusé une fois ou deux. Là, le CPF, c'est une formation dont la liste est détenue par la Caisse des dépôts et consignations, à ce site, à mon compte formation.gouv.fr. Et si vous avez le nombre d'heures et que la formation existe, eh bien, elle est opposable, c'est-à-dire que personne ne peut vous le refuser. Tout ce que vous pouvez faire avec votre collectivité, peut-être, je parle là des agents, eh bien, c'est de demander l'autorisation de vous former dans le temps de travail. Cette gestion va se faire par les agents, c'est-à-dire que ce sera à l'initiative des agents pour des formations qui leur permettront de se certifier, de se qualifier et donc de préparer en quelque sorte un projet professionnel, un développement professionnel qu'ils n'auraient pas envisagé dans le cadre du plan de formation, puisque ce plan de formation doit d'abord résoudre les problèmes de la collectivité. Ensuite, autre conseil pour optimiser votre plan de formation, eh bien, c'est le transfert interne des compétences. Vous avez un grand nombre d'experts dans vos collectivités territoriales, des experts métiers qui dans la finance, qui dans les espaces verts, tel autre dans le traitement des déchets et autres. Eh bien, ces experts, il faut les identifier et envisager qu'ils transfèrent et qu'ils donnent leur savoir-faire à un certain nombre de collaborateurs. C'est le seul moyen d'abord de réduire les coûts de cette formation. Bien sûr, il faut former ces experts à la pédagogie, mais ça réduit les coûts de formation et surtout, ce qui est très important, c'est que ça transfère des compétences et des expériences reconnues dans votre collectivité, voire même venant d'autres collectivités. Rien ne vous empêcherait d'avoir des experts qui formeraient des agents d'autres collectivités, moyennant, bien entendu, moyennant finances, dans le cadre bien sûr de la législation et peut-être en passant par le CNFPT. Ça reste à vérifier auprès de nos amis. L'autre point très très important dans le transfert interne des compétences, c'est que vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle du knowledge management, c'est-à-dire de stocker toutes ces formations réalisées en interne, les supports de formation, les exercices, les compétences qui sont transférées, de façon à les stocker quelque part et avoir, en quelque sorte, une sorte de portefeuille de toutes les compétences, toutes les connaissances qui sont nécessaires. Alors, je m'interromps un instant puisque j'ai une question là, peut-être qui rebondit sur le chapitre précédent. À quand le CPF pour le public? Eh bien, à quand? Je vous conseille de suivre de très très près ce qui se passe à la Poste. Dès qu'elle aura intégré le CPF pour ses salariés de droit privé, elle l'intégrera immédiatement pour les fonctionnaires. Et je pense que le prochain gouvernement, quel qu'il soit, eh bien, va intégrer le CPF parce que il l'intégrera plus largement dans le cadre du CPA, du compte personnel d'activité. Et donc, je fais un pari, dans moins de 2 ans, le CPF sera dans le secteur public. Autre conseil, c'est l'inter en intra partagé. Alors, ça peut vous paraître barbare comme appellation, mais en fait, il s'agit pour vous de se dire, comme le font beaucoup de départements et même beaucoup de villes, de créer un club de formation, c'est-à-dire de retrouver d'autres collectivités territoriales avec lesquelles vous pourriez partager un certain nombre de formations. Un peu comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez des experts, eh bien c'est de partager ces formations avec eux. La possibilité aussi d'acheter une formation à l'un de vos fournisseurs, et vous en avez un qui est en train de vous parler en ce moment, c'est d'acheter une formation intra et de la partager avec d'autres collectivités territoriales pour réduire les coûts. Là où vous auriez 4 personnes, eh bien, que le séminaire peut en accueillir 8, eh bien, vous pouvez partager les coûts avec une autre collectivité et vous retrouvez avec un coût divisé par 2. Ça, c'est un point important.
Et bien entendu, vous pouvez encore le partager en inter, c'est-à-dire vous pouvez très bien organiser un intra dans lequel un grand nombre de collectivités, j'ai fait ça récemment avec le département de l'Aube, on a partagé avec une dizaine d'autres départements une formation sur l'évaluation de la formation, et donc ça revenait grosso modo à organiser un inter avec une collectivité qui est un porteuse du projet. Alors j'ai une question. Alors, l'indisponibilité des crédits ne constitue-t-elle pas un motif de refus dans le cadre du CPF? Réponse non, il y a du crédit en fait. Pour l'instant, dans le privé, alors je donne le mécanisme, dans le privé, le CPF, c'est une cotisation de 0,2% de la masse salariale de toutes les entreprises. Alors simplement pour le privé, ça représente déjà 1 milliard d'euros. Et si j'y rajoute tous les abondements d'un certain nombre de partenaires, comme la GFIP, comme les fonds GESIF et autres, on a grosso modo 2 milliards pour le CPF. L'année dernière, on n'a pas dépensé cette somme, on en a dépensé 10%. Ce qui fait qu'il y a du budget. Et en ce moment, dans le privé, et ce sera sûrement la même chose quand on va arriver au public, en ce moment, même si vous n'avez que 100 heures de diff et vous avez besoin d'une formation de 200 heures, eh bien, les bailleurs de fonds insistent et rajoutent des heures, abondent, comme on dit, de façon à ce que les gens puissent partir en formation. Dans le privé, cette année, on a multiplié souvent par 2 et par 3 le solde de diff pour accorder des formations. Alors après, lorsque ça marchera bien, si on arrive à un total qui dépasse la collecte, on pourra toujours le refuser. Mais après tout, c'est quand même déjà bien mieux que le diff où il y avait un accord ou un refus, on peut dire au cas par cas. En ce qui concerne, et ce sera le 9e et dernier de nos conseils, le temps passe très vite, merci de toutes vos questions. Les agents de droit privé, vous avez dans vos collectivités territoriales des agents de droit privé. Eh bien, il faut savoir que vous pouvez, et de très nombreuses collectivités l'ont fait, cotiser auprès d'un OPCA, et bien entendu, généralement, elles choisissent AGFOS PME, qui est un OPCA du privé, mais qui travaille aussi avec de très nombreuses collectivités, de nombreuses administrations pour leur personnel privé. Eh bien, verser une cotisation de formation professionnelle qui était à hauteur de 1% de la masse salariale pour ses salariés, ça permettrait de bénéficier des services et donc de la mutualisation de ces sommes. Je vous rappelle quand même qu'il y a 6 milliards d'euros qui sont collectés par les OPCA. Et donc, ça permettrait de bénéficier de ces services, voire même dans certaines formations financées par l'OPCA pour les agents de droit privé, eh bien, y rajouter des agents de droit public pour compléter la salle et donc avoir là aussi des coûts très réduits en ce qui concerne le coût de la formation. Donc voilà, je vous ai présenté ces 9 conseils. Ce que je vous propose maintenant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, bien entendu, je vois qu'on en a beaucoup qui arrivent. On pourra les envoyer avec un léger retard, un léger décalage. En attendant, je voudrais vous remercier de votre attention soutenue et bienveillante, du grand nombre de gens qui sont inscrits et qui ont participé à ce webinaire. Et bien, un prochain rendez-vous de la Gazette pour le prochain webinaire. Toutes les idées sont les bienvenues. N'hésitez pas à nous envoyer vos idées de webinaire pour les prochaines interventions. Merci et bonne journée à tous et à toutes. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi notre webinaire La Gazette des communes. Pour aller plus loin, pour découvrir nos différentes thématiques et formations, je vous conseille d'aller sur notre site La Gazette des communes à notre rubrique formation. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Merci et à très bientôt.